Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la leçon numéro 11 du programme. Cette leçon est intitulée Les différents aspects du fonctionnement du muscle squelettique. Comme vous pouvez le constater, lors du cours passé, nous avions vu la leçon numéro 10 intitulée La structure du muscle strié squelettique. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ce cours, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche en haut de votre écran. Donc, chers élèves, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fonctionnement du muscle squelettique, c'est la contraction du muscle squelettique. Mais cette contraction du muscle squelettique s'accompagne d'autres aspects. Parmi ces aspects, nous allons voir les aspects électriques. Ensuite, nous allons voir les aspects thermiques. Ensuite, nous allons voir les aspects chimiques. Et enfin, nous allons voir les aspects énergétiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'un muscle se contracte, c'est tous ces éléments-là qui l'accompagnent. Il y a des phénomènes électriques, il y a des phénomènes mécaniques, il y a des phénomènes chimiques, il y a des phénomènes thermiques, il y a des phénomènes énergétiques. Les phénomènes mécaniques, c'est la contraction. Donc, une contraction musculaire est accompagnée de tous ces éléments. Donc, sans plus tarder, on va faire un petit rappel par rapport à ce que nous avions dit au cours passé. Au cours passé, nous avions dit que, par exemple, ce muscle que vous voyez là, qui est relié, qui est attaché aux os grasses, aux tendons, il était possible de l'observer à l'œil nu. Là, c'est l'observation à l'œil nu. À l'œil nu, vous voyez un muscle comme ça. Si vous effectuez une coupe transversale, vous voyez que le muscle est constitué par un ensemble de faisceaux de fibres. Ça, c'est un faisceau de fibres musculaires. Dans les faisceaux de fibres, il y a des fibres musculaires. Pour observer ces fibres musculaires-là, nous avions utilisé un microscope optique. Quand nous avons utilisé le microscope optique, nous avons vu qu'en réalité, la fibre musculaire-là, qui est une cellule musculaire, qui est également une myofibrie, était composée de beaucoup de noyaux, mais également qu'il y avait ce qu'on appelle des éléments tels qu'une alternance de bandes sombres avec des bandes claires. C'est bon? Et que c'est une cellule, comme toute cellule, elle est délimitée par une membrane plasmique dans laquelle il y a un cytoplasme à l'intérieur duquel vous avez beaucoup de myofibrilles. Maintenant, pour observer en réalité les myofibrilles et voir ce qui est à l'intérieur et ce qui est responsable des contractions musculaires, nous avions utilisé le microscope électronique. Ce qui nous avait permis de voir qu'en réalité, lorsqu'on observe, est constitué par une alternance de bandes sombres et de bandes claires. Au milieu des bandes claires, il y avait en réalité une strie Z. Deux stries Z délimitent un sarcomère. Le sarcomère est l'unité fonctionnelle structurale de la fibre musculaire. Donc, tout le fonctionnement de la fibre musculaire va concerner exclusivement le sarcomère. Ce sarcomère-là, quand on le regarde de près, on constate qu'il est composé de deux myofilaments. Vous avez un myofilament de myosine qui est beaucoup plus épaisse et un autre myofilament fin d'actine. C'est bon? Donc, dans la suite de ce cours-là, tout le fonctionnement va intéresser le sarcomère. Ça, c'était un bref résumé de ce que nous avions dit par rapport au cours passé. Voilà, aujourd'hui, nous allons maintenant attaquer le cours d'aujourd'hui. Pour cela, nous allons commencer par les aspects mécaniques de la contraction musculaire. Pour cela, nous allons voir le principe de fonctionnement d'un myographe. Le myographe, c'est lui que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'un myographe? Un myographe est un instrument de mesure médicale utilisé pour enregistrer les contractions musculaires. Ici, nous voulons enregistrer la contraction musculaire. De quel muscle? Du muscle gastrocnémien. De quel organisme? De cette grenouille de cet individu-là. La grenouille que vous voyez là. Nous avons en réalité fait quoi? Nous avons détaché le nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est le nerf principal de la jambe. Ce nerf-là est relié au muscle gastrocnémien que vous voyez à ce niveau-là. Maintenant,
il va y avoir, vous voyez ici, c'est un appareil qu'on appelle excitateur. L'excitateur là, il est relié à des paires d'électrodes qui vont stimuler quoi? Le nerf sciatique. N'oubliez pas que le nerf sciatique là, c'est lui qui est prolongé jusqu'à ce niveau-là et le nerf sciatique là est en relation avec le muscle gastrocnémien. Donc la stimulation du nerf sciatique provoque une contraction du muscle. La contraction du muscle se manifeste en réalité par des enregistrements sur le myographe, par un tracé. Quand le muscle se contracte, ça se manifeste par un tracé sur le myographe. Et le tracé là est appelé myogramme. C'est bon? Donc c'est ça, le myogramme n'est rien d'autre qu'une manifestation en réalité de la contraction du muscle. Et qu'est-ce qui permet d'enregistrer ça? Là, c'est un cylindre enregistreur. Sur ce cylindre-là, vous allez coller une feuille blanche, de sorte que l'aiguille qui sera reliée en réalité au muscle va pouvoir toucher, va toucher le cylindre enregistreur. Et quand le cylindre tourne, là, l'aiguille va pouvoir en réalité faire ce qu'on appelle ce tracé-là. Et je rappelle que ça, c'est une expérience que vous pouvez réaliser au laboratoire. En tout cas, la plupart des profs de SVT l'ont fait à l'université. C'est bon? Donc, c'est une expérience qui peut se réaliser au laboratoire. Voilà, c'est ça un myographe. Donc, il permet d'enregistrer des contractions. Il permet de caractériser en fonction du temps exprimé en millisecondes ou en secondes la force développée en newton par une fibre musculaire, un groupe de fibres musculaires ou un muscle. Et ici, c'est un muscle entier qui a été utilisé, à savoir le muscle gastrocnémien. C'est bon? Donc, le tracé que vous voyez là, maintenant, nous allons voir de quoi il est composé. Nous allons donc passer au petit B intitulé l'analyse du myogramme. Donc, nous venons d'enregistrer ce myogramme-là. Celui qui a été représenté dans ce document-là. Le document 1 représente l'enregistrement d'une secousse musculaire simple. Donc, si vous avez à analyser une secousse musculaire simple comme celle-ci, en réalité, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes capable de mettre ici, par exemple, la lettre A, ici la lettre B, ici la lettre C, et enfin ici la lettre D. Donc, cet axe-là représente en réalité les stimulations. Et cet axe-là, c'est l'échelle. C'est bon? Exprimé en secondes. Donc, comme vous pouvez le constater ici, la stimulation a lieu à ce niveau-là. Et la contraction a commencé à ce niveau-là. Donc, on peut dire que AB représente la phase de latence, ou bien représente le temps de latence. Ensuite, BC, c'est la phase de contraction. Enfin, CD, c'est la phase de relâchement ou de décontraction. Donc, en résumé, retenez que une secousse musculaire simple est composée de 3 phases. Une phase de latence, une phase pendant laquelle le muscle se contracte et une phase pendant laquelle le muscle se relâche. Et je vous invite à bien comprendre les phases de latence et les phases de relâchement. Parce que il est possible, ça c'est une seule stimulation, vous voyez, c'est une seule stimulation. Mais il était possible de faire une seconde stimulation. Vous êtes capable de la rapprocher à tel point qu'il va intervenir pendant la phase de contraction. Vous êtes capable également de l'éloigner à tel point qu'il va intervenir pendant la phase de relâchement. Ou bien vous pouvez totalement l'éloigner jusqu'à ce que le muscle se relâche complètement. Donc, dans le premier cas où la deuxième stimulation intervient pendant la phase de contraction, vous allez enregistrer en réalité, les effets vont s'additionner à ce niveau-là. Par contre, ici, les effets, lorsque la stimulation intervient pendant la phase de relâchement, le résultat que vous obtiendrez dans ce cas-là et le résultat que vous obtiendrez là ne sera pas le même. Donc, d'où l'importance de comprendre les phases là. C'est bon?
Voilà, en effet, ici, si les stimulations sont très rapprochées, vous pouvez enregistrer un tétanos imparfait. Par contre, ici, si les simulations sont très rapprochées pendant cette phase-là, vous pouvez enregistrer en réalité un tétanos parfait. C'est bon? Donc, retenez bien les phases de contraction et les phases de relâchement. Bref, retenez que dans l'analyse d'un myogramme, ici, il est composé d'une phase de latence, une phase de contraction et une phase de relâchement. Donc, on passe à la partie suivante. Dans cette partie-là, dans les autres parties précédentes, nous avions vu que là, le muscle était capable de se contracter. Maintenant, ici, il est question de voir les différents types de contractions qu'il est possible d'avoir. L'exemple qui a été pris, c'est le muscle de votre main. Donc, comme vous pouvez le constater, il existe 3 types de contractions musculaires. La première contraction, c'est une contraction isotonique concentrique. La deuxième, c'est une contraction isométrique. Et enfin, la troisième, c'est la contraction isotonique excentrique. OK. Maintenant, quand est-ce qu'on parle de contraction isotonique concentrique? Eh bien, chers élèves, retenez que c'est lorsque vous portez un objet qui représente une charge imposée et que votre muscle développe ce qu'on appelle une force musculaire ou une tension musculaire. Si la force musculaire est supérieure à la charge, votre bras et votre avant-bras vont former un angle aigu comme vous pouvez le voir. Et dans ce cas-là, il y a un raccourcissement de votre muscle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la force que vous développez est supérieure à la charge que impose l'objet que vous avez porté. Dans ce cas-là, vous voyez que vous formez un angle aigu. Et dans ce cas-là, il y a un raccourcissement du muscle. C'est bon? Donc, c'est pourquoi on dit quand un muscle se contracte en soulevant une charge, dans ce cas, on parle de contraction isotonique. La deuxième contraction est une contraction isométrique. Dans ce cas, vous constatez que votre bras et votre avant-bras forment un angle droit. Pourquoi un angle droit? Parce que, en réalité, il ne peut pas y avoir de raccourcissement pour former un angle aigu. Et pourquoi c'est un angle droit également? C'est parce qu'il y a un équilibre entre la tension et la charge. La charge reste immobile à ce niveau-là. Vous voyez, dans ce cas-là, vous avez une contraction isotonique parce que la force motrice est égale à la charge imposée. Vous voyez que le muscle-là ne se raccourcisse pas. Voilà pourquoi si vous constatez l'épaisseur du muscle, la forme même du muscle et la forme de ce muscle-là ne sont pas les mêmes. Ici, il y a un raccourcissement, ce qui se manifeste par l'angle aigu là. Ici, vous avez un angle droit et vous avez un muscle de cette forme-là. Troisième et dernier cas, c'est la contraction isotonique, mais cette fois-ci excentrique. Ici, c'était concentrique. Ici, c'est excentrique. Dans ce cas, le muscle se contracte en freinant la descente de la charge. La charge descend. Pourquoi elle descend? C'est simple, parce que la force musculaire est inférieure à la charge. Vous portez un objet très lourd, l'objet là tend à descendre votre avant-bras, de sorte que vous allez former votre avant-bras et votre bras vont former en réalité un angle obtus. Malgré ça, vous êtes en train de vous contracter pour éviter la descente de la charge. Donc, ce sont ces 3 types de contractions-là qui ont lieu. Une concentration isotonique, concentrique, une concentration isométrique et enfin une concentration isotonique excentrique. Donc, chers élèves, on va passer à la partie suivante. Là, chers élèves, vous réalisez la comparaison de la fibre musculaire au repos et de la fibre musculaire en contraction. Regardez bien ici, vous avez un muscle relâché à ce niveau-là. Et là, vous avez un muscle contracté. Quand vous avez un muscle relâché, observez bien la position des stries Z. Les stries Z, là, regardez-les où elles sont positionnées.
Regardez là, en réalité, le disque sombre qui est là. Regardez la taille du disque sombre. Et regardez en réalité les bandes ici que vous voyez à ce niveau-là. Donc, quand vous comparez la structure de la fibre musculaire au repos et celle en activité, la conclusion que vous allez dégager est liée au fait que la taille du sarcomère diminue pendant la contraction. En effet, regardez bien, cette strie Z-là était ici. Avec la contraction, elle n'est plus là, mais elle est là. De même que cette strie Z-là, avant la contraction, pendant le relâchement, elle était à ce niveau-là. Par contre, avec la contraction, elle s'est, en réalité, elle a changé de position et elle s'est approchée. Donc, par contre, il est important de comprendre que malgré la contraction, le disque sombre reste inchangé. Ce disque sombre-là, il ne diminue jamais de taille. Ce sont ces disques-là qui vont diminuer de taille. C'est bon, si vous mesurez ici cette distance-là au sarcomère, à la strie Z, et si vous mesurez cette distance-là à la strie Z, vous allez voir que cette distance-là à la strie Z est plus faible que cette distance-là à la strie Z. Pour dire quoi? Pour dire que le disque-là diminue de taille. Les deux disques que vous voyez ici diminuent de taille, par contre, ce disque-là reste constant. Donc, quand vous devez matérialiser l'ultrastructure du sarcomère pendant le relâchement au repos, on va dire, et pendant la contraction, n'oubliez pas de diminuer la taille du sarcomère. C'est bon? Lorsque le sarcomère est relâché, sa dimension est plus importante que lorsque il est contracté. C'est bon? C'était la comparaison que vous pouvez faire. Maintenant, dans la suite de là, nous allons voir pourquoi en réalité, pendant la contraction, les stries Z, le sarcomère contracté diminue de taille. C'est ça que nous allons voir vers la fin du cours. Alors, il faut rester jusqu'à cette étape-là pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est responsable en réalité du rapprochement de cette strie Z-là et qu'est-ce qui est responsable du rapprochement de ce strie Z-là. Le rapprochement des deux stries Z ont provoqué un raccourcissement.